Cela est bien sûr lié, paix et démocratie, mais pas dans le sens où les gens aiment le dire. Nous devons faire la guerre pour étendre la démocratie. Là, la paix est négligée. Vous avez tout à fait raison. Et c'est justement l'une de ces erreurs de pensée qui existent aujourd'hui. Je crois avant tout que les gens se portent simplement trop bien. Ils veulent toujours avoir plus. Cette mentalité ruine le monde, la démocratie et finalement nous-mêmes. Hallo zusammen. Hier ist wieder Pascal von Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec un collègue autrichien, le philosophe professeur Dr. Erwin Bader de l'Université de Vienne. Le professeur Bader a enseigné et recherché pendant de nombreuses années sur divers sujets de philosophie, notamment dans les domaines de la philosophie politique, de l'éthique et de la philosophie de la religion. Aujourd'hui, nous voulons discuter de la situation politique en Europe et du rôle de l'Autriche neutre dans celle-ci. Cela soulève bien sûr la question de savoir si l'Autriche suivra le même chemin que la Finlande et la Suède ou non. Professeur Bader, bienvenue. Professor Bader, herzlich willkommen. Bonjour. Professor Bader, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Professeur Bader, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui. Je voulais depuis longtemps faire un épisode sur l'Autriche, en particulier sur la question de la neutralité. Je suis suisse et nos deux pays sont liés par la neutralité. Vous êtes philosophe et il n'existe pas de philosophie spécifique de la neutralité. Mais au sein de la philosophie politique, où situeriez-vous le thème de la neutralité? Wo würden Sie das Thema der Neutralität verorten? La neutralité est d'abord un concept général. Par exemple, un juge qui se comporte de manière neutre vis-à-vis de l'accusation et de la défense. Ou dans un conflit, lorsque quelqu'un reste en dehors du conflit. C'est en fait l'impartialité ou l'absence de parti pris. Celle-ci est identique à la neutralité, je dirais. C'est toujours le premier point. Deuxièmement, la neutralité est bien sûr un concept politique, et en ce sens un concept juridique, à savoir un concept de droit international. La plupart du temps, du point de vue autrichien, on soutient que la neutralité est principalement une question de constitution. Mais la plupart des États qui sont neutres, et aussi perpétuellement neutres, n'ont pas de base légale propre dans la Constitution. C'est une particularité que l'Autriche a. Je ne sais pas si cette question a d'abord été répondue de cette manière. Doch, auf jeden Fall. Also Oui, absolument. La généralité du terme est un problème auquel nous devons constamment faire face, car il n'est pas clair. Bien sûr, il a une signification, comme vous le dites, mais on peut aussi le remplir de beaucoup de contenu. Nous devons le faire sans cesse dans le processus politique. L'Autriche a modifié sa neutralité à partir de 1955. Officiellement, il a été dit que nous visons une neutralité comme celle de la Suisse, dans le célèbre mémorandum de Moscou signé avec les Soviétiques. Mais à partir de 1955, l'Autriche a immédiatement poursuivi une politique étrangère différente de celle de la Suisse. La Suisse n'a rejoint l'ONU qu'en 2002, tandis que l'Autriche l'a fait dès novembre 1955, donc la même année. À partir de là, la neutralité autrichienne s'est également intégrée dans le contexte européen. Comment verriez-vous le rôle de l'Autriche au sein de l'Europe, d'abord pendant la guerre froide, puis après 1991 dans la nouvelle Europe? Und dann nach 1991 im neuen Europa. Je voudrais revenir plus loin. L'Autriche et la Suisse ont en commun que la neutralité suisse a été décidée lors du Congrès de Vienne et reconnue internationalement. Cela montre un certain lien de la neutralité suisse avec Vienne. De plus, je voulais dire que la neutralité a une histoire qui remonte avant la décision du 26 octobre 1955, à savoir jusqu'à l'effondrement de la monarchie.
Déjà avant l'effondrement de la monarchie, le dernier Premier ministre de la moitié autrichienne de l'Empire voulait poursuivre une politique de neutralité. Cela n'a cependant pas fonctionné, car elle n'a pas été reconnue par les autres États. Lorsque l'État a ensuite été refondé sous le nom de Deutsches Reich, il était clair dès le début que l'Autriche n'était certes pas considérée comme perpétuellement neutre au sens strict du droit international, mais comme quasi neutre. Ça signifie qu'il y avait, contrairement à une simple neutralité, une obligation juridique internationale. Et cette obligation de droit international était également la raison pour laquelle une union douanière entre l'Autriche et l'Allemagne n'était pas autorisée par le droit international. Un État neutre ne pouvait, selon l'opinion de l'époque, conclure une union douanière avec un autre État. Le souhait que l'Autriche puisse se joindre a été refusé en raison de la quasi-neutralité. Cela n'est pas aussi souligné aujourd'hui dans l'historiographie autrichienne qu'auparavant. De grands auteurs en droit comme Verhofstadt et Verdross l'ont décrit et évalué de manière très détaillée. Cela signifie que la neutralité autrichienne a une histoire qui remonte avant la prise de décision. C'est aussi la raison pour laquelle l'Autriche a proposé d'adopter le mémorandum de Moscou ou la loi. Cette loi ne contient pas grand-chose. La neutralité et l'indépendance de l'État forment une unité dans cette loi. C'est ce que je voulais dire à ce sujet. La neutralité suisse est également liée à l'unité de l'État. Il y a eu des différends avec la France qui ont dû être réglés. En même temps, il a été promis de ne pas mener une politique expansionniste pour ne pas agrandir la Suisse plus qu'elle ne l'était déjà. Cela signifie que des deux côtés, il y avait une garantie que cet État est indépendant sous cette forme et doit le rester. C'était également le cas en Autriche. À l'époque de la guerre froide, cela jouait un rôle important. En raison de ce statut de neutralité, l'Autriche jouissait d'une réputation internationale en tant que bâtisseur de ponts entre les deux blocs. Ce statut était particulièrement important et très fructueux à l'époque de la crise de Cuba, car il existait alors de guerre Genève et Sturzenegerdli. Grâce à la médiation autrichienne entre la Russie et les États-Unis et aux discussions qui ont eu lieu, le danger d'un conflit a pu être écarté. C'était un aspect positif de la neutralité autrichienne. Elle a servi le but de la fondation de la paix internationale, non seulement théoriquement mais aussi pratiquement dans l'histoire. La neutralité est une institution du droit international, avec un objectif international. Elle permet aux États en état de guerre de se réunir sur un terrain neutre et de négocier pour établir la paix. Même avant qu'une guerre n'éclate, les différends peuvent être réglés sur un terrain neutre pour préserver la paix. Das ist absolut richtig. Und die Neutralität hat noch diesen anderen Zweck. C'est tout à fait exact. La neutralité a également pour but de contenir les guerres. Les États neutres ne participent pas aux guerres et ne contribuent donc pas à leur expansion. Ils sont le contraire d'une alliance qui, en 1914, a conduit à un embrasement général. Il existe différents niveaux de liens de paix avec la neutralité. Si vous regardez le débat aujourd'hui, en 2024, vous voyez comment l'Europe, autrefois neutre, en particulier la Suède et la Finlande, s'est dirigée vers l'OTAN. Le discours politique en Europe centrale est en mutation. Avez-vous le sentiment que la neutralité autrichienne survivra à ce moment de nouvelles formations de blocs, ou pourrait-elle succomber à la pression politique? Le danger existait depuis longtemps.
Lorsque le chancelier fédéral Schüssel était en fonction, il y avait déjà cette discussion. L'Autriche ne devait plus rester neutre. La neutralité était comme les boules de Mozart, quelque chose que l'on pouvait abandonner et éliminer. C'étaient des termes étranges. J'ai alors écrit une lettre ouverte au chancelier fédéral Schüssel, et celle-ci a apparemment porté ses fruits. Il ne devait pas entrer dans l'histoire comme le chancelier fédéral qui a abandonné la neutralité autrichienne, décidée pour toujours. La loi stipule expressément qu'elle s'applique pour l'avenir. C'est la seule loi autrichienne, à ma connaissance, qui stipule littéralement qu'elle s'applique pour l'avenir. Mis à part le concept de neutralité permanente, qui concerne non seulement l'avenir, mais aussi la continuité, indépendamment de l'état de guerre ou non. Cette loi ne devrait pas être abrogée sans une véritable nécessité qui n'aurait pu être gérée autrement. Il n'y avait pas de nécessité existentielle à l'époque, et il n'en existe pas non plus aujourd'hui. Si l'État abroge une loi qui est obligatoire pour tous les temps, sans raison valable, alors l'État ou la personne qui le fait devient peu crédible. Ensuite, l'engagement contractuel envers l'OTAN ou d'autres alliances devra également être mis en question. Ils y adhèrent aujourd'hui, mais la prochaine fois, ils feront peut-être le contraire. Comme ce fut le cas avec la neutralité. Lorsqu'un État est neutre et cesse de l'être, il devient peu crédible et perd en prestige. Il devient également une cible, encore plus qu'un État qui a toujours été membre de l'OTAN, car cela représente un changement. Nous voyons cela comme un grand risque et un grand danger qui y sont associés. Oui, pour moi, la question qui se pose actuellement est pourquoi des États qui ont longtemps suivi une politique de neutralité avec succès, comme la Finlande et la Suède, changent leur position. La Suède a été neutre avec succès pendant 200 ans. La différence est que les Suédois n'avaient pas inscrit la neutralité dans leur constitution. Ils l'avaient seulement comme credo de politique étrangère. Les Finlandais étaient également neutres. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont très bien traversé la guerre froide. Ils sont restés plus indemnes et indépendants que, par exemple, les Polonais ou les Hongrois, qui étaient intégrés dans le pacte de Varsovie. La neutralité a également apporté la liberté aux Finlandais. Maintenant, elle est abandonnée sous prétexte que la Russie est si dangereuse. Cela signifierait que la Russie actuelle est une menace plus grande ou pire que l'Union soviétique de l'époque. Pour moi, c'est un non-sens absolu. Mais nous avons ce discours en Europe centrale, y compris en Autriche et en Suisse. Comment expliquez-vous que ce changement de mentalité se produise maintenant dans de nombreux milieux? Des milieux qui disent que la neutralité ne nous protège pas, bien qu'elle ait une histoire claire de génération de sécurité. Eh bien, quand on se porte bien, on devient imprudent. Alors, on se porte trop bien. C'est pareil avec la politique environnementale. Nous nous portons bien, l'économie prospère et nous devenons de plus en plus riches, du moins certains. Cela varie. Quand on se porte bien, on devient présomptueux. Cette présomption conduit à retomber dans de vieux schémas de pensée. Les conflits ne sont plus résolus par des négociations, mais par la force des armes, selon le principe. Nous sommes les plus forts. Nous nous portons si bien. Selon les statistiques de CIPRI, les dépenses militaires de l'Amérique en 2023 étaient 9 fois plus élevées que celles de la Russie. Et ce n'est qu'un seul allié de l'OTAN. Un seul, bien sûr, le plus important, mais seulement un. Le système de sécurité ou d'insécurité que nous avons actuellement est plus immense que jamais. La Russie est à un point où nous devrions en fait réfléchir à la manière de rétablir la paix et de réintégrer la Russie. Mais nous faisons exactement le contraire.
La question du côté de l'OTAN est de savoir comment vaincre la Russie. Il y a même des réflexions officielles sur la manière de démembrer la Russie et de la diviser en plusieurs États. On se demande alors pourquoi les Russes se sentent en insécurité. Cette arrogance nous crée des problèmes et sape également la neutralité, car elle contredit ce principe de présomption, le principe selon lequel nous pouvons déterminer la direction à prendre. Êtes-vous d'accord avec cela? Des Überbots, das Prinzip dessen, wir können sagen, wo es hingeht. Sehen Sie das auch so? Ja, da kann ich also nichts dazu sagen. Das ist ziemlich Oui, je suis d'accord avec cela. Je voulais ajouter qu'il y a eu une période dans l'histoire de l'Autriche où il n'était pas clair si la neutralité, établie selon le modèle suisse, devait être armée ou s'il existait d'autres possibilités. Je pense à la thèse d'Immanuel Kant. Tant que les États sont armés et ont des armées permanentes, ils représentent toujours une menace potentielle et donc un danger de guerre. À long terme, l'objectif devrait être qu'il n'y ait plus d'armées permanentes. dass überhaupt keine stehenden Heere mehr existieren. Das war der Gedanke von Immanuel Kant zum ewigen Frieden. C'était la pensée d'Immanuel Kant sur la paix perpétuelle, pour qu'une paix mondiale ou une paix européenne devienne possible. La question est maintenant de savoir quel changement de pensée s'est produit. Vous savez, j'ai grandi après la guerre, donc je suis né pendant la guerre. Quand j'étais enfant, une femme a rassemblé quelques jeunes garçons, tous encore à l'école primaire ou un peu plus âgés. Elle nous a alors dit, « Oui, vous savez, je dois vous dire comment sera votre avenir. Vous devez vous attendre à ce que lorsque vous serez grand, vous deviez repartir à la guerre. C'est comme ça. C'est tout à fait normal. » Wenn ihr groß seid, müsst ihr wieder in den Krieg ziehen. Das ist so. Es ist völlig normal. Und zwar, wenn die Menschen nicht in den Krieg ziehen. Si les gens ne partent pas en guerre, ils dégénèrent, comme les anciens Romains. Ils ne sont alors plus en bonne santé. Il est naturel de faire la guerre. Nous gagnerons peut-être la prochaine guerre, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'est simplement ainsi. Seuls ces prêtres qui n'ont pas d'enfants pensent qu'il y aura un jour une époque de paix. C'est une utopie qui n'est pas vraie. Peut-être qu'ils ne l'ont pas appelée ainsi, mais je le dis avec mes propres mots. Selon leur point de vue, c'est tout simplement faux et contre nature. Je le dis parce que cette mentalité est le fondement du national-socialisme qui existait déjà auparavant. Bertha von Suttner devait constamment se confronter à de telles idées. Il n'y avait pas encore de Hitler à cette époque. Cela signifie que c'est une tradition très ancienne qui remonte à l'Antiquité. La guerre est considérée comme le seul moyen de devenir célèbre. Machiavel dit par exemple que la religion n'est utile que pour éviter d'avoir à utiliser trop fortement l'armée et la police pour maintenir l'ordre intérieur, car la religion s'en charge de toute façon. Mais le plus important est que nous soyons militairement forts, que nous puissions vaincre les autres et ainsi devenir célèbres. Et l'Autriche avait une autre idée. Les autres peuvent faire la guerre. Toi, Félix Austria, marie-toi. Cela signifie qu'il s'agit en fait d'une vieille tradition autrichienne de ne pas glorifier la guerre autant que dans d'autres États. C'est une particularité. Et je pense que c'est aussi pour cela que Bertha von Suttner est autrichienne. C'est pourquoi l'Autriche est finalement devenue, après la guerre, un État neutre, car cette tradition remontait déjà à la monarchie. Compréhension entre les peuples et coexistence pacifique. Dans ma famille, j'ai également vu cela pratiquer. Dans ma famille, plusieurs nations sont liées entre elles, y compris des nations de l'ancienne Autriche. Son père est originaire de Trieste, n'est-ce pas? Über Trieste est né immédiatement originaire d'Allemagne. Son père venait d'Allemagne, sa mère de Rijeka, qui était née d'ailleurs à la Hongrie. La complexité de l'Europe réside dans le fait que sur un espace très restreint, le deuxième plus petit continent du monde, de nombreux peuples et langues doivent coexister étroitement. Les frontières européennes se déplacent sans cesse.
Il est difficile de trouver une décennie où les frontières ne changent pas. La question est toujours de savoir si elles se déplacent pacifiquement ou par la guerre. Avec le Brexit des Britanniques, nous avons eu un changement pacifique des règles et des frontières de l'Europe. En ce moment, nous assistons à nouveau à un changement guerrier. Nous avons vécu quelque chose de similaire dans les années 1990 avec les guerres de Yougoslavie. Nous, Européens, ne sortons pas de la guerre et de la mentalité de guerre. Mais au sein de cette mentalité, il y a aussi de la place pour la neutralité. La neutralité a une valeur géostratégique pour maintenir les pays en sécurité. Ma question à un Autriche neutre, qui est armé et neutre, est la suivante. Pourquoi y a-t-il maintenant un mouvement politique qui ressent qu'on est plus en sécurité dans une alliance? L'Autriche et la Suisse sont entourés d'amis. Pourquoi veut-on rejoindre une alliance militaire? Warum will man sich in eine Militärallianz begeben? Das ist, man baut ein Feindbild auf. Und das Feindbild eigenartigerweise ist derzeit... On construit une image de l'ennemi. Et cette image de l'ennemi est curieusement, certains disent l'islam, mais officiellement en premier lieu la Russie. Carl Schmitt a dit que la relation ami-ennemi est la base de toute politique. On a besoin d'un ennemi, sinon on ne peut pas s'accorder. L'ennemi est ce qui unit, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne suis pas un adepte de Carl Schmitt, je le dis aussi maintenant. Il a également contribué à la pensée nationale-socialiste, bien qu'il ait été interprété différemment par la suite. Mais je dis seulement que c'est une pensée totalement différente de celle de Thomas d'Aquin, qui souligne dans la politique le souci de la communauté. Et cela repose en fait déjà sur Aristote, théoriquement. Bien que l'opinion des philosophes à l'époque ne soit pas identique à la pratique des États. Mais fondamentalement, cette idée qu'Augustin, par exemple, dit que les États ont entre eux une relation naturelle, comme les organes d'un corps. S'ils se nuisent mutuellement, ils se nuisent eux-mêmes, et c'est à leur désavantage mutuel. Il en serait de même pour les États. Les États qui s'envahissent mutuellement se nuisent également, même s'ils pensent être devenus plus riches par la victoire et le butin. C'est pourquoi je compare volontiers la guerre au cancer. Le cancer détruit le corps auquel il est attaché. Si la guerre devient suffisamment grande, elle détruit l'ensemble du corps de l'humanité. Alors il n'y a plus de guerre, mais cela conduit à la paix éternelle, par la mort éternelle, malheureusement. La question est donc, lorsque nous nous confrontons à la guerre, comment pouvons-nous éliminer ou contenir ce cancer? Je considère la neutralité comme un principe qui n'élimine pas la guerre, mais la maintient suffisamment petite pour qu'elle ne ruine pas tout le corps. Je ne suis pas expert en médecine ni en lutte contre le cancer. Je ne fais que vivre des situations tragiques où, malgré un traitement intensif, l'un ou l'autre est abandonné et meurt, ou meurt pendant le traitement. Cela montre qu'il y a encore des lacunes dans les connaissances. Tout comme il y a cette ignorance en médecine concernant le cancer, il en va malheureusement de même en politique. Je suis convaincu que le christianisme a beaucoup plus motivé l'aspect de la paix qu'auparavant. Avec le recul du christianisme, qui est presque une ligne officielle dans New Erde, il y a aussi une résurgence du militarisme. Les religions monothéistes ont cela en commun. Je trouve important de souligner que dans l'islam, donc dans de nombreux pays arabes, et dans le judaïsme, le mot de salutation avec lequel on se salue est la paix, shalom et salam aleikum. C'est encore une affaire incomplète, car cela signifie que je fais la paix avec toi, mais pas avec les autres.
ce n'est pas encore une véritable motivation. Je suis en train d'écrire un livre sur Jésus, et ce qui est crucial, c'est que Jésus n'a pas seulement fait le bien, mais il ne s'est pas non plus défendu lorsqu'il a été exécuté innocemment. Cela a déclenché une impulsion. Dans l'Empire romain, les chrétiens ont été persécutés, bien qu'ils n'aient pas utilisé la violence. Pourtant, cela a conduit l'État à finalement accepter cette religion et même à en faire la religion communautaire. Le christianisme non guerrier a vaincu la Rome guerrière sans armes. Oui, mais je ferai remarquer que cela s'est naturellement produit lorsque Saint Augustin a rendu la religion chrétienne compatible avec la guerre, à travers l'idée de la guerre juste. À mon avis, l'enseignement de Jésus a ainsi été rendu compatible avec Rome, en intégrant la guerre juste contre les ennemis mauvais. Bien sûr, on peut dire qu'il y a eu certains compromis. Lorsque le christianisme était considéré comme religion d'État, il ne pouvait plus être dit, comme c'était le cas auparavant, qu'on ne pouvait pas faire d'État avec des chrétiens, parce qu'ils étaient contre la guerre. C'était totalement impossible, car comment se défendre sans guerre? Ainsi, la logique de la guerre a été intégrée à la religion d'État, mais sous une forme atténuée. Le concept de guerre juste ne provient pas du christianisme, mais de Cicéron et d'autres. La position médiévale visait à humaniser les guerres. Ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge que la guerre s'est brutalement intensifiée. Surtout avec la Révolution française, les guerres napoléoniennes et après, il y a eu une brutalisation de la guerre. Hitler a pris Napoléon comme modèle. En même temps, le christianisme a progressivement disparu de la société. Je ne veux pas prétendre que le christianisme aurait pu abolir la guerre, mais l'historien autrichien et spécialiste du Moyen-Âge Michael Mitterauer a expliqué qu'aucun autre continent n'a connu aussi peu de guerres que l'Europe au Moyen-Âge. Il dit que le nombre de morts dans les guerres de l'époque correspond au nombre actuel de morts sur la route. De plus, il n'y a pas eu d'attaque de la part de l'Europe sur des territoires non européens, mais seulement l'inverse, des attaques de territoires non européens sur des États européens. Alors, vous parlez maintenant du Moyen Âge, de la période précoloniale, donc environ entre 800 et 1400. Cela commence alors au moins, je dirais, avec les guerres napoléoniennes. Mais c'est aussi à l'époque des guerres napoléoniennes que commence la guerre moderne. Puis, une vague d'enthousiasme pour la guerre et de brutalisation de la guerre est soudainement apparue. Napoléon devait être repoussé. Cela a conduit les Prussiens à introduire le service militaire obligatoire et la discipline. Cela a conduit plus tard à Hitler, et ainsi de suite. Il y a donc eu une escalade. Après la Seconde Guerre mondiale, on pensait que cette affaire avait vraiment été poussée à l'extrême. Il faut aussi dire que Bertha von Suttner a éduqué Nobel à devenir un quasi-pacifiste. Nobel n'était pas seulement l'héritier de... des usines d'armement, mais il a également travaillé lui-même avec ses propres inventions pour la conduite de la guerre. Elle a ensuite dit que son opinion était « Si les armes sont particulièrement brutales, les gens seront raisonnables et n'utiliseront jamais ces armes brutales. Alors la paix viendra. » Mais c'est le contraire qui s'est produit. Les guerres sont devenues d'autant plus brutales. Et c'est le problème. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons être aussi brutaux que possible, causer autant de dégâts que possible, mener des guerres, tuer des gens et détruire des pays. Alors viendra enfin la paix que nous voulons. C'est le dictum de M. Stoltenberg, qui a littéralement dit il y a 2 ans que les armes étaient le chemin vers la paix. Cela nous est constamment vendu.
On dit sans cesse aux Européens que nous devons partir en guerre pour mettre fin à la guerre. C'était déjà le cas lors de la Première Guerre mondiale. Il y a également eu des périodes très brutales avant les guerres napoléoniennes. La guerre de 30 ans, qui s'est terminée en 1748, et aussi les croisades étaient extrêmement brutales et terribles. Mais que peut-on opposer à cela? Dans l'historiographie des pays islamiques, les guerres dites franques ne jouent qu'un rôle secondaire. Cela signifie que nous-mêmes avons mauvaise conscience. Mais les pays arabes considèrent cela comme une affaire secondaire. Et finalement, tout cela est lié. Ce qui est intéressant en Europe, c'est qu'elle se considère toujours séparée de l'Arabie et de l'Asie, bien qu'elle fasse partie de la même masse terrestre. Les derniers à avoir réussi à s'approcher de Vienne étaient les Mongols, qui ont envahi il y a 800 ans. Et nous les oublions simplement de temps en temps. Mais la question reste de savoir comment pacifier ce grand continent. Comment pacifions-nous une si grande région, avec tant de personnes et tant de potentiel d'autodestruction? Ce que nous faisons à nouveau en ce moment. Nous sommes de nouveau en train de faire quelque chose de très européen, à savoir nous nuire à nous-mêmes. Eh bien, j'ai pensé qu'on devrait proposer le prix Nobel de la paix au pape François. Il s'exprime constamment contre l'esprit du temps européen et est parfois critiqué pour cela, mais il est néanmoins pris au sérieux. Je pense qu'on pourrait ainsi renforcer l'idée de miser à nouveau sur la paix par la négociation plutôt que sur la paix par la victoire. Il se déplace constamment à cette frontière. La question se pose toujours de savoir s'il ne parle pas peut-être trop anti-occidental ou trop comme un partisan de Poutine. Quand il parle maintenant de négociation, on pense qu'on ne peut pas négocier avec lui. On ne doit pas faire cela. Cette mentalité de camp est cependant si forte que même le pape a été extrêmement critiqué par le côté nord-européen lorsqu'il l'a proposé. Je me demande comment sortir de cette idéologisation. Du point de vue de la paix, il faudrait renforcer cette position. Et là, nous sommes d'accord. Il y a beaucoup de gens, y compris en Suisse et en Autriche, qui pensent qu'on ne peut pas parler avec Poutine et qu'il ne comprend que les armes. Cela contredit en fait tout ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, avec toutes les négociations et les efforts diplomatiques qui ont eu lieu, y compris les accords de Minsk. Mon analyse est que nous, Européens, croyons actuellement à une fausse image de l'ennemi. La question se pose donc de savoir comment nous pouvons revenir de les Russes sont l'ennemi à les Russes sont le partenaire. Comment pouvons-nous y parvenir à nouveau? À l'époque, j'étais contre la création de l'Union européenne. Pas parce que j'étais contre la compréhension entre les peuples. Dans ma jeunesse, j'étais actif dans le mouvement fédéraliste européen. Mais c'est quelque chose de différent de l'uniformisation qui a accompagné la création de l'Union européenne. L'État perd sa souveraineté. La législation ne se fait souvent plus de manière démocratique. Elle est déterminée par des personnes qui ne sont pas élues, mais nommées. Les lois sont ensuite simplement imposées au Parlement. Ce n'est plus ce qu'on appelait autrefois la démocratie. Et je voudrais aussi dire quelque chose que je mentionne dans mes conférences. Il n'y a pas de meilleure définition que celle donnée par Jésus. La définition d'Abraham Lincoln, souvent citée, est en réalité une tautologie. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Quand le sujet et l'objet sont identiques, c'est une tautologie. Mais quand Jésus dit que les dirigeants de ce monde oppriment leur peuple et se nomment peut-être même bienfaiteurs du peuple,
alors il doit en être autrement parmi vous. Celui qui veut être le premier parmi vous doit servir les autres. Y a-t-il une meilleure définition de la démocratie? Je n'en connais pas. Nous devons renforcer cela à nouveau. Les serviteurs du peuple et aussi le pouvoir du peuple. Il y avait des gens qui se disaient serviteurs du peuple. Mais ce qui compte, ce n'est pas comment ils se désignent, mais que dans les écoles, on enseigne quelle formation on a et comment on peut servir les gens. Comment peut-on contribuer à la société? Aujourd'hui, on se demande souvent seulement comment gravir les échelons et gagner beaucoup d'argent. Le monde ne peut pas fonctionner ainsi. Ce qui est incroyable dans la situation actuelle, ce n'est pas seulement la guerre qui s'étend de plus en plus. C'est aussi l'évolution de la définition de la démocratie dans les États démocratiques. Cette définition n'a souvent plus grand-chose à voir avec la véritable démocratie. On parle beaucoup de la nécessité de défendre la démocratie. C'est pourquoi la population doit être protégée des mauvaises pensées et des fausses informations. Mais ce n'est qu'un petit pas avant que quelqu'un ne dise « la démocratie, c'est moi ». Un peu comme le roi français disait autrefois « l'État, c'est moi ». Nous ne sommes plus qu'à un pas d'une situation où un petit groupe d'oligarques prétendrait « nous sommes la démocratie ». L'essentiel de la démocratie, comme l'a dit Ernst Fraenkel, un mentor important de la science politique en Allemagne, n'est pas une institution unique comme le Parlement ou la Cour constitutionnelle, mais la formation libre de l'opinion et de la volonté de bas en haut. Et cela ne fonctionne pas aujourd'hui. Les lois sont imposées de haut en bas. Où était la décision parlementaire autrichienne qui demandait l'introduction du mariage pour tous? Cela a été dicté d'en haut et les arts suivent. Et c'est précisément à ce point qu'il faudrait introduire plus de démocratie directe dans toutes les démocraties modernes et permettre davantage de référendums. La Suisse le fait heureusement. Là-bas, nous pouvons voter 4 fois par an sur 2 à 3 lois, par oui ou par non. Cela crée une dynamique politique complètement différente. Un autre aspect important de la démocratie que je souhaite ajouter est la séparation des pouvoirs. Celle-ci doit fonctionner extrêmement bien. Cependant, nous observons une tendance à la centralisation du pouvoir décisionnel, tant en Amérique qu'en Allemagne. Le gouvernement pousse le Parlement devant lui, et le corps électoral n'est consulté que tous les 4 ans. Cela est mesuré à l'avance avec des baromètres électoraux, de sorte que l'on a très peu d'influence là-dessus. Cela est bien sûr lié, la paix et la démocratie, mais pas dans le sens où les gens aiment le dire. Nous devons faire la guerre pour étendre la démocratie. Là, la paix est négligée. Vous avez tout à fait raison. C'est l'une de ces erreurs de pensée qui existent aujourd'hui. Je crois qu'en premier lieu, il s'agit du fait que les gens se portent tout simplement trop bien. Ils veulent toujours avoir plus. Cette mentalité ruine le monde. La démocratie est finalement nous-mêmes. Des maladies de la prospérité apparaissent, et ainsi de suite. C'est une question générale. J'espère qu'il y aura une amélioration de quelque manière que ce soit. Peut-être que quelques personnes qui écoutent maintenant diront « Oui, nous commençons maintenant de notre propre initiative ». Peut-être y aura-t-il alors un changement de climat en Europe. En fin de compte, le changement doit venir d'en bas si nous plaidons pour que l'État soit façonné de bas en haut. Il appartient donc à chacun de décider s'il refuse ou s'il travaille dans cette direction. Si l'on réunit suffisamment de personnes, on peut peut-être atteindre le changement. Notre question est donc, comment gagner plus d'amis pour notre cercle?
Die Frage muss natürlich, ich sage jetzt einmal, Oui, la question doit être clarifiée encore mieux à l'avenir car le temps Frage muss presse. natürlich also in Zukunft noch besser geklärt werden. Das ist so. Herr Professor Bader, C'est ainsi. Monsieur le professeur Bader, les personnes qui souhaitent en savoir plus sur vous devraient consulter votre page d'accueil. Je mettrai le lien vers la page d'accueil dans la description ci-dessous pour que l'on puisse en savoir plus sur vous. Monsieur le professeur Bader, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen Dank. Merci beaucoup pour l'interview. Cela m'a fait plaisir. Au revoir. Wiederhören. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.